des trésors de tendresse. Je sais que je suis Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel, un fait. Arc-en-ciel, animation festive. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes en direct sur Radio Pluriel et l'émission marocaine Arc-en-ciel hebdomadaire tous les dimanches de 14h à 15h. Ce dimanche, nous sommes le 23 février 2014 et nous serons en direct avec Monsieur Abbas Ben Bouker, le vice-président du parti Istiqlal ici en France, qui va nous présenter dans les minutes qui suivent le programme de son parti et en même temps de nous parler un peu de lui-même en tant qu'émireux engagé politiquement. Et aussi, nous aurons un spécial dédié à la visite de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, en Afrique. Arc-en-ciel. Avec vos fidèles serviteurs, Abdelatif Sadri à l'animation, Abdelaziz Dhassi à la chronique et Mehdi à la technique. Et avant de prendre Monsieur Abbas Ben Bouker en direct, nous souhaitons faire passer cette déclaration d'amour, j'ose dire, d'un chanteur de renom, Monsieur Bouchnak, qui parle du Maroc et qui parle de son amour d'un pays avec une civilisation assez ancienne. لك الميكروفون أيها العزيز. حامل الورد لفخر العربي ومفديها بأمي وأبي، حامل اللحن على ثغر الهوى من لدى الخضراء تاج المغرب، لعروس الأرض من أمجادها كتبت في صفحة من ذهب. ولدت والدهر طفل يافع، وازدهت والدهر شيخ الحقب. المغرب تزهو إذا ما انتسبت فهي والمجد سليلا نسب. Vous êtes en direct avec Radio Pluriel. Maintenant, Abdelaziz, à toi l'antenne par rapport à la chronique et à ton invité, Monsieur Abbas Ben Bouker. Eh bien, Abdelatif, je te remercie. Bonjour à toutes nos auditrices et à nos auditeurs, tant sur le territoire national marocain que dans la région Rhône-Alpes, voire même dans tous les autres pays du monde qui nous suivent. Alors, votre émission Arc-en-ciel, Portail du Maroc, toujours dans sa continuité.
de donner la parole aux partis politiques marocains représentés en France. Aujourd'hui, nous allons donner la parole à Abbas Ben Boubker. Alors, Abbas Ben Boubker est diplômé de l'Université Paris-Dauphine, Master 2 en gestion d'actifs. Il est gérant global macro chez Oakesfield Partners à Paris. C'est un spécialiste des analyses globales de risques de gestion, mais il nous expliquera un peu lui-même, un peu plus précisément ce qu'il fait. On peut dire qu'il écrit dans diverses publications, dans le Green Book of, il fait des analyses économiques et financières, prévisions sur les classes d'actifs, c'est-à-dire tout ce qui peut être investi. Et ensuite, il écrit aussi des articles d'analyse des marchés financiers dans la presse spécialisée en gestion d'actifs. Alors, c'est un homme aussi de médias. Alors, il intervient sur BFM TV. Alors, il fait l'animation du point obligataire, beaucoup d'interviews en direct depuis 2010. Et il intervient aussi dans la presse spécialisée en asset management, c'est ce qu'on appelle les SICAV Online, qui est un des premiers sites de gestion d'actifs en France, où il fait des interviews vidéo et qui permet à tout un chacun de pouvoir avoir une vision de ses investissements. Il est membre fondateur, et c'est à ce titre qu'il est là avec nous aujourd'hui, de la section du parti politique de l'Istiqlal en France, dont il est le vice-président, et membre du comité national de la jeunesse du parti de l'Istiqlal. Alors, Sir Abdeltaif, est-ce que c'est Boubacar est en direct avec nous? Allô? Oui, effectivement. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Abbas Boubker. Ben Boubker, je vous prie de m'excuser, j'écorche un peu votre nom. Alors, merci déjà d'être en direct avec nous. C'est une bonne journée, parce qu'en fait, déjà, vous n'avez pas d'analyse de risque aujourd'hui? Bon. Alors, ma première question, est-ce que vous pourriez avoir l'amabilité d'expliquer à nos auditeurs non marocains, enfin qui ont l'habitude des partis politiques marocains, qui ont une connaissance, qu'est-ce que c'est que ce parti de l'Istiqlal? Alors, donc le parti tout d'abord, vous remercier, vous et toute l'équipe pour cette invitation. C'est une émission qui a beaucoup d'intérêt, qui apporte beaucoup d'informations et qui permet de tisser des liens entre les Marocains en France et partout dans le monde. Donc pour revenir au parti de l'Istiqlal, dont je suis le représentant ou l'un des représentants ici en France, c'est le premier parti politique au Maroc. Il a été fondé au moment du protectorat français. Et donc depuis, les décennies sont passées, il a toujours été très présent au niveau politique au Maroc, avec des contributions, que ce soit au niveau de l'opposition ou au niveau du gouvernement. Et effectivement, aujourd'hui, il est dirigé par M. Hamid Chabat, après des élections démocratiques. Donc aujourd'hui, il s'inscrit dans la continuité, effectivement, d'un passé assez conservateur, mais aussi avec des perspectives de modernité et d'insertion de l'économie et du pays, du Maroc, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui est très globalisé et très interdépendant. Alors, donc voilà en quelques mots le parti de l'Istiqlal. Alors pour rappeler aux auditeurs, M. Chabat est le maire de la ville de Fès, si je ne m'abuse. Exactement. Très bien. Alors, vous avez présenté l'Istiqlal dans son histoire. Quelles sont les grandes lignes? Alors en 4 ou 5 lignes rapidement, qu'est-ce que le programme de l'Istiqlal? Le parti de l'Istiqlal est un parti effectivement conservateur, assez libéral sur le plan économique, mais aussi qui milite pour une certaine approche sociale des choses, où effectivement toutes les classes sociales peuvent bénéficier effectivement d'une politique qui leur permettrait de se développer et toujours pour aller de l'avant, pour pouvoir évoluer. Maintenant, sans rentrer vraiment dans le détail point par point, mais on va dire que le parti de l'Istiqlal a un projet qui est pour la modernisation du pays et tout en accompagnant l'ensemble de la population dans cette modernisation et tout en excluant effectivement aucune partie du tissu économique et du tissu populaire du pays. Maintenant, d'un point de vue idéologique, donc si l'on veut prendre comme référentiel la France, donc le parti des Istiqlal se positionne au niveau du centre droit. Maintenant, en remettant ça dans le contexte marocain, effectivement, c'est un parti qui
qui est plutôt centriste, qui a des points de vue assez larges sur un certain nombre de sujets qui peuvent aller de la gauche à la droite. Mais globalement, c'est un parti qui essaye de vraiment aller de l'avant et de pousser vers la modernité, tout en préservant les fondamentaux du pays et son authenticité. D'accord. Alors, je vais vous faire une petite boutade. Alors, vous appelez Abbas. C'est du Abbas el-Fassi ou c'est une histoire ou vous êtes allé dans l'Istiqlal? Non, Abbas c'est un prénom, donc c'est un prénom assez commun. Maintenant, effectivement, le parti de l'Istiqlal a vu à sa tête plusieurs leaders charismatiques qui ont apporté beaucoup de choses à ce parti-là. Donc, on a eu Monsieur Bousta, on a eu Monsieur Pesfati, maintenant on a Monsieur Hamid Chabat. Et donc, l'évolution de ces leaders du parti suit aussi l'évolution que connaît la démocratie en Maroc et suit aussi l'évolution de la politisation du pays. Maintenant, le parti a été toujours dans une approche assez démocratique. On ne peut pas être un parti qui milite et qui demande pour une démocratisation de la vie publique au Maroc et ne pas appliquer la démocratie en interne. Et donc, c'est un parti qui a toujours été en avance sur ce domaine-là et on continue à le voir avec effectivement une rotation au niveau des leaders, une rotation au niveau de son leadership et aussi une place qui est donnée une place de plus en plus importante qui est donnée aux jeunes. Et j'en suis la preuve vivante aujourd'hui. Effectivement, on voit un intérêt particulier pour les jeunes et aussi un intérêt très particulier depuis quelques années pour les Marocains résidant à l'étranger. Très bien. Et effectivement, nous, c'est quelque chose qu'on encourage et qu'on trouve complètement dans l'intérêt du développement du pays, c'est de garder cette relation très intime, très émotionnelle entre les Marocains vivant à l'étranger et alors pour rebondir sur cela, si vous le permettez, je suis désolé, je vais vous couper, on a un programme très chargé aujourd'hui. Alors pour rebondir sur cela, vous êtes éméreux, vous êtes dans un poste très très important. Tout à l'heure, j'expliquais un petit peu que vous étiez gérant global macro, mais vous pouvez nous l'expliquer un peu quelle est votre fonction. Mais pourquoi, en même temps, en vivant en France, pourquoi cet engagement dans un des plus vieux partis marocains et pourquoi les raisons de votre engagement? La première raison, ça peut paraître un peu généraliste, mais la première raison, c'est effectivement l'envie de faire développer le pays, le Maroc. On reste très attaché à notre pays d'origine. On veut qu'il avance, on veut qu'il s'inscrive dans la dynamique globale. Et donc c'est de ce sentiment-là que naît effectivement cette volonté de vouloir être actif au niveau politique en France pour le Maroc. Le deuxième point important, et donc ça vient d'un constat au niveau de la population des émirats qui existe en France, on voit aussi un attachement et un besoin de participer à des événements ou d'être au courant de l'actualité des faits politiques qui se passent au Maroc. Et donc c'est de ce constat-là effectivement qu'on a lancé en 2007 un premier mouvement qui s'appelait le mouvement des jeunes istiqlaliens en France. Donc c'était la jeunesse du parti d'Istiqlal qui était en France, qui avait une vocation assez culturelle et politique, qui cherchait effectivement à organiser des débats, organiser des meetings avec des personnalités marocaines pour tenir informée la jeunesse marocaine ou émireux en France de ce qui se passait au Maroc. Et on a vu qu'il y avait un écho assez important, on a vu qu'il y avait beaucoup de demandes. Et effectivement, de cette idée-là est né effectivement ensuite le développement de l'installation ici en France d'une section complète du parti de l'Istiqlal. Effectivement, toujours dans dans une logique associative qui permet on va dire des apports culturels, des apports d'idées et des rencontres avec des personnalités du monde politique, culturel, associatif marocain. Très bien. Alors, on va revenir un peu sur le royaume. Avant une dernière question qui vous sera posée par Sir Abdeltaif. Vous, lorsque nous sommes entretenus, on a parlé un peu de votre vision du Maroc, donc c'est bien dans la continuité de cette troisième question. Moi, ce que je voudrais un petit peu savoir, ce qui intéresse nos auditeurs, c'est quelle est
le programme de l'Istiqlal en matière d'action et de politique sociale au Maroc. Alors, le social au Maroc, effectivement, c'est un sujet très important parce que ça va toucher aussi la stabilité du pays. On a vu effectivement ce qui s'est passé dans un certain nombre de pays voisins, ce qu'on appelait le printemps arabe, qui était juste un soulèvement social, c'est juste une crise sociale grave qui a effectivement eu des répercussions importantes sur la structure de ces pays-là. Donc le social est un élément important, donc déjà pour la partie confort et bien-être de la population, pour la partie stabilité du pays, et on va dire que c'est même l'essence même d'un État, c'est de effectivement faire du social. Donc on a tendance à effectivement donner une connotation des fois négative à cet aspect-là ou à cette politique sociale. Mais c'est le devoir premier d'un gouvernement ou d'un pays, c'est de mener effectivement une politique sociale. Maintenant, c'est la façon de le faire qui peut différer, et on peut effectivement le faire par en incitant les entreprises à investir et donc à créer des emplois, ou on peut le faire aussi par des dépenses qui sont financées par un déficit de plus en plus important, et donc endetter les générations à venir pour faire du social à court terme. Et donc cette politique-là, par exemple, qu'on est en train de voir ici en France ou dans un certain nombre de pays qui l'ont pratiqué, comme l'Espagne dans les années entre 2000 et 2010, ou le Portugal, qui sont aujourd'hui dans des situations très compliquées. Donc c'est cette méthode-là que nous condamnons et qu'on considère que c'est pas du social responsable, c'est du social court terme qui permet de gagner des voix, qui permet de se faire un nom au niveau d'un pays, mais qui n'est pas du tout tenable sur le long terme. Très bien. Écoutez, je vous prie de m'excuser parce que comme le programme est très chargé aujourd'hui, je vais céder la parole à Abdeltaïf et puis je reviendrai vers vous. Très bien. Merci. Oui, si Abbas Benbouker, ma question, ça va être une question, si vous le permettez, avec une réponse un peu rapide, vu le timing, vu le sujet important qu'on va traiter après vous au sujet de la visite de Sa Majesté. Je m'adresse à un Marocain résident à l'étranger, compétence dans le domaine financier, et le Maroc se veut, via Casablanca, un hub financier en Afrique. Je souhaite savoir quelle opinion vous pouvez avoir à ce sujet-là et quelle chance que le Maroc peut avoir pour être vraiment un réel hub financier vers le continent africain, sachant que la quasi-totalité des banques marocaines maintenant commencent à s'intéresser de près par rapport aux banques africaines, le cas de Tijari et autres. Nous souhaitons savoir tout simplement quelle vision un analyste comme vous peut avoir sur cette opportunité pour le Maroc. Oui, effectivement, moi je dis beaucoup, très bien. Effectivement, c'est un très bon projet, le Casablanca Financial City. Effectivement, il a eu des débuts un peu compliqués, mais depuis quelques années, ça commence à vraiment bien se développer. On a un intérêt très présent de banques internationales qui ont des mandats et des labels Casablanca Financial City avec des incitations effectivement au niveau des impôts, au niveau on va dire d'une aide logistique, etc. Et effectivement, la vocation première de cette place serait l'Afrique. Et effectivement, c'est l'Afrique où on a pour nous un pays africain, le Maroc est bien en Afrique, c'est là où on a effectivement le plus de potentiel de croissance, c'est là où il y a le plus de potentiel démographique, et c'est là où il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc c'est un très bon projet, il se développe bien, et effectivement il sera, s'il est bien mené jusqu'à son terme, il sera très intéressant et apporteur de beaucoup de notoriété écoutez, la finance marocaine. Merci beaucoup, Monsieur Abbas Benbouker. Donc, en fait, ça tombe très bien, puisque nous allons, notre prochain sujet, nous allons parler du voyage de Sa Majesté Mohamed VI au Mali et des potentialités de développement, de co-développement avec l'Afrique subsaharienne. Merci, Abbas Benbouker. Merci.
L'heure de l'Afrique, l'heure où Radio Pluriel et l'émission Arc-en-Ciel accompagnent les efforts du souverain marocain Mohamed VI pour la paix et la stabilité dans l'Afrique. Et notre point d'entrée, ça ne risque que ce point de presse du ministère des Affaires étrangères françaises sur une question qui a été posée par un journaliste. Que pense Paris de la médiation menée par le roi du Maroc concernant le processus de réconciliation nationale actuellement au Mali où il se trouve? C'est un processus très important, la réponse du ministère des Affaires étrangères. C'est un processus très important pour que le Mali renoue avec la stabilité. Toutes les bonnes volontés sont bienvenues. Nous saluons à ce titre le rôle que le roi du Maroc peut jouer pour faciliter la reconstruction et la réconciliation nationale du Mali. C'est un rôle très positif, constructif et important. On est très content, on est très heureux puisqu'il est en train de venir au Mali. Ça, c'est un grand bonheur du Mali. Entre le Mali et le Maroc, il y a un lien de fraternité, un lien de solidarité, de bonne collaboration. C'est deux pays frères et sœurs. Donc nous sommes très contents qu'il soit sur notre territoire malien et tous les Maliens lui disent « Ibissimila ». Et lui dire que le Mali et le Maroc sont des pays frères. Toute la communauté malienne vraiment lui souhaite la bienvenue. Allah يبارك فيه ويطول في عمره وراجين الله العلي القدير انه لين جا بلادنا تمشي عنها المحنه لانه ما قط جا البلاد ما فتح الخير والعافيه والرحمه كما ذا قط وساوى اجداده واحنا رياض المقاربه عندنا من هون الى لبزنه الى الحدود قط سهروا علينا قبل اليوم واليوم نحمد الله اللي جانا الملك. نرحب بالملك ونخبره أننا من شمال مالي القبيلة الكنتية الذي بينها روابط هي والمملكة قديمة لا يبيدها القرون. La venue de Sa Majesté le roi Mohamed VI chez nous est une grande fierté, une portée historique, puisque sa venue ici constitue ce qu'on appelle un signal fort de ce qu'on appelle un signal fort dans le mouvement intégrateur de la nation, de la sous-région et par... Arc-en-Ciel, la chronique. Eh bien, merci Abdeltaif pour ces différents témoignages qu'on a écoutés et qui étaient aussi en arabe, mais qui montraient aussi la ferveur du peuple malien suite à la deuxième visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI au Mali. Notre chronique, le Maroc, axe pivot pour une nouvelle relation avec l'Afrique. Feu Sa Majesté Hassan II, dans son ouvrage Mémoire d'un roi, comparait le royaume à un arbre qui plonge ses racines dans l'Afrique et étend son feuillage en Europe. Les initiatives du roi Mohamed VI en direction du continent africain en sont un exemple concret. En moins de 6 mois, c'est le second voyage officiel du souverain chérifien au Mali, pour la signature de 17 accords dans divers domaines, tels que l'énergie, la santé, la finance, l'industrie ou la formation. Au-delà de vouloir apporter un soutien à un pays ami, le Maroc démontre, s'il en est, son rôle majeur dans la stabilité régionale, tant en matière de sécurité que politique, économique et sociale, en apportant un savoir-faire et une expertise moderne et globale. Malgré son absence de l'OUA, le Royaume reste un acteur influent dans le continent. Les Américains comme les Européens sont dans la même logique de reconnaître le Royaume comme le relais incontournable du marché africain. Afin d'aborder ce rôle, il est, à vrai dire, pionnier du Royaume, dans son engagement pour le développement et la stabilité en Afrique, au travers d'une démarche innovante basée sur le concept de la sécurité humaine. Nous allons aujourd'hui recevoir 2 intervenants de haut niveau pour nous donner leur vision de cette démarche, qui sont Éric Denessay et Yves Espagnier. Alors, Éric Denessay, on l'a déjà reçu dans cette émission, il est intervenu sur la problématique de la sécurité dans l'espace du Sahara. Et aujourd'hui, Éric Denessay, pour le représenter à nos éditeurs qui ne le connaissent pas, est directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, le CF2R. Et c'est un très haut spécialiste des questions de sécurité, de terrorisme et de mouvements de population. Bonjour Éric Denessay. Bonjour. Eh bien, encore merci d'être présent pour la seconde fois dans notre petite émission et de prendre le temps de venir répondre à quelques questions
qui sont quelquefois pas évidentes en tout cas pas évidentes ni à poser ni à répondre. Ma première question, est-ce que vous pourriez nous donner votre analyse en matière de sécurité régionale et de facto de coopération sur le second voyage du souverain marocain au Mali et de leurs implications? Oui, bien sûr. Moi, je pense que c'est un voyage important. Alors, il y a deux raisons à cela. La première, c'est que on doit malheureusement reconnaître qu'aujourd'hui, toute la zone sahélo-saharienne est en ébullition complète des rivages de l'Atlantique jusqu'à ceux de la mer Rouge, et qu'il y a uniquement quelques îlots de stabilité dans ce chaos magmatique que représente cet espace. Et on a besoin de pays qui apportent de la stabilisation. Alors, je m'explique. On voit bien que aujourd'hui, les djihadistes ont réussi à recréer une véritable base arrière dans le sud libyen et que tous les pays voisins sont tellement occupés par des problèmes internes qu'ils ne se retournent pas contre eux. Nos amis égyptiens, on le voit, sont en train de rentrer dans un affrontement probablement durable avec les frères musulmans armés par le Qatar. Ils essaient aussi de reconstruire l'économie. On voit bien que le Mali n'est pas sorti de la crise malgré les médiations comme celle du roi Hassan II. La Tunisie n'est pas non plus du tout sortie de l'auberge avec ce qui se passe dans les monts Chambly et les terroristes qui y restent. On a vu que le Niger appelait les Occidentaux à venir l'aider à lutter contre les djihadistes parce qu'il n'en a pas les moyens. L'Algérie elle-même est secouée en ce moment par des rivalités internes profondes en raison de la proximité des élections présidentielles. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui tout le monde est centré sur ces petits problèmes qui sont légitimes bien sûr et que aucun pays, à part le Maroc, ne peut faire le lien et essayer de jouer un rôle de médiateur et de coordinateur. D'où l'importance de ce voyage récent. Très bien. Alors, au-delà de la coopération sécuritaire, il y a aussi les implications diplomatiques. Alors, quelle est votre perception du rôle du Royaume sur le rôle diplomatique, c'est-à-dire dans le sens comme ami de la paix, hein, entre guillemets. On rappelle que le Maroc a présidé le Conseil de sécurité pendant 2 ans. Et aujourd'hui, bien que le Maroc ne fasse pas partie de l'OUA, il reste quand même un interlocuteur important sur la scène internationale. Je voudrais un peu avoir, à votre avis, quelles sont ces implications diplomatiques, comment vous les voyez en tant qu'expert? C'est un rôle important, même s'il est encore difficile pour nous de mesurer l'impact que va avoir ce voyage récent. Je pense qu'il est un peu tôt pour tirer les conclusions. Mais à un moment donné où effectivement l'ensemble de ces pays sont secoués par des crises plus ou moins profondes et plus ou moins durables, le fait qu'un acteur régional, et qui n'est ni les États-Unis ni la France, puisse venir apporter sa voix, son aide à des pays qui en ont besoin. Je pense notamment aux accords récents qui ont été signés avec le Mali, c'est quelque chose d'important. On a vu que la France elle-même avait fait de gros efforts au Mali, comme elle les fait en Centrafrique, que les Européens rechignent vraiment à venir eux aussi stabiliser la région. Je crois que c'est d'autant plus important que malheureusement l'avenir à moyen terme n'est pas très, je ne suis pas très optimiste. Je pense que là, on est à 2 doigts d'une nouvelle crise en Côte d'Ivoire notamment, où l'état de santé du président Ouattara risque de déclencher de nouveaux affrontements internes. On voit bien que l'Algérie, avec la 4e candidature du président Bouteflika, ne va sûrement pas sortir de ces problèmes. Donc, avoir un acteur régional qui puisse visiter, établir un certain nombre de relations et faciliter les choses entre les acteurs, voire de la coordination, c'est quelque chose d'important. Eh bien, écoutez, Éric Denessé, j'avais 2 questions qui nous semblaient importantes pour nos auditeurs. Je tiens énormément à vous remercier pour le temps que vous prenez. Vous savez que vous êtes chez vous ici dans l'émission Arc-en-Ciel pour intervenir sur votre analyse qui est toujours perçue par tous nos auditeurs comme une analyse très pertinente. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous souhaite un très bon dimanche et encore merci Éric Denessé. Abdellatif. Oui, Abdelaziz, merci à monsieur le directeur du CF2R, Centre de renseignement, de recherche de renseignement, monsieur Éric Denessé. On vous dit à très bientôt. الآن سيدتي سادتي سنبقى مع هذه النكت والسكتشات الجميلة اللي جينا من إفريقيا. C'est un acteur africain qui va parler avec son langage à lui des proverbes africains.
To andi anda andan. To anda andata et to andi bo andin. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Mais si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras jamais. Et quand tu sais, fais le savoir. Taturambia way hanjurnora rumodu goddo. Oya boturo to abawo ma yurno rumodu ma. Ne te baisse jamais pour regarder dans le derrière de quelqu'un. Sinon quelqu'un d'autre se baissera aussi derrière toi pour regarder dans le tien. To a wolwani goɗɗo sali nanan goma sirwa nanan mo nde goto a nananimo a famma ko waɗi kanko salino nanan goma. Si tu parles à quelqu'un et qu'il ne t'écoute pas, tais-toi. Écoute-le. Peut-être en l'écoutant, tu sauras pourquoi lui, il ne t'écoutait pas. Goɗɗo to wima moɗan yellere, yimoɓe guite foronduma ko o ñayri. Si quelqu'un te dit qu'il est capable d'avaler une noix de coco en entier, laisse-le faire, c'est qu'il fait entièrement confiance à son anus. Arc-en-ciel, la chronique. Eh bien, merci Abdeltaïf pour ces jolis proverbes africains. Je me souviendrai tout à fait de la noix de coco. Bon, bah écoutez, l'équivalent en arabe, c'est Mashib Haltrul Hammam Hal Khorojo. C'est très bien, ami de la poésie, bonjour. Nous allons donc, notre second intervenant est Yves Espeignet, journaliste, fin connaisseur du royaume. Il a été rédacteur en chef d'un grand quotidien de la région Rhône-Alpes et continue toujours à peser d'une façon très importante dans les médias de la région. Bonjour Yves Espeignet. Bonjour Abdelaziz, bonjour à vous tous. Eh bien écoutez, merci beaucoup d'être en direct avec nous aujourd'hui. Je sais que c'est le dimanche et que vous aviez un repas et que vous avez quand même pris le temps de 10 minutes pour intervenir sur notre émission. Encore merci beaucoup de la part de toute l'équipe et de tous nos auditeurs et auditrices. Oui, mais de rien, dites-moi. Yves Espeignet, vous suivez régulièrement l'actualité marocaine. Vous savez que Sa Majesté, le roi Mohamed VI, est actuellement en voyage au Mali. C'est le second voyage en moins de 6 mois. Un voyage qui fait suite à un ensemble d'événements locaux que tous nos auditeurs connaissent. Moi, j'ai une question à vous poser. C'est, le royaume se veut être un acteur économique fort dans la région. D'où la forte délégation économique qui a accompagné le roi et qui a abouti à environ 17 accords qui ont été signés dans divers domaines. Le Maroc se positionne comme un axe pivot entre l'Europe, les États-Unis et l'Afrique. Est-ce que vous pourriez nous donner votre analyse là-dessus ? Alors effectivement, je dirais qu'il a l'ambition d'être un pivot. Et vous avez eu raison d'ajouter les États-Unis parce qu'il faudra suivre ce qui va se passer dans la conférence USA-Afrique des prochains mois où le Maroc va être sollicité sans doute par les États-Unis pour jouer un rôle régional. Ils ont toujours recherché des partenaires régionaux et il va reconnaître le Maroc sans doute comme ce partenaire régional. Alors, pivot oui, mais je vais juste insister sur un point, c'est que l'importance du voyage au Mali est d'une importance première. D'abord, premièrement, il est flagrant quand même que de voir l'engagement personnel du sultan. Donc, c'est un choix déterminant, une stratégie forte, une stratégie politique essentielle pour le Maroc. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les exportations marocaines sont tournées à 60% vers l'Europe et seulement 6% vers l'Afrique. Et ce déséquilibre, si on veut jouer un rôle de pivot, il faut le corriger. Et apparemment, les accords de partenariat qui ont été signés ces derniers temps à Bamako
témoigne d'une volonté d'intervention forte dans des secteurs stratégiques. On a beaucoup parlé, je ne sais pas si vous l'avez noté dans ces accords de partenariat, de l'importance des partenariats bancaires et des télécoms. Moi, j'ai relevé des partenariats stratégiques comme la gestion de l'eau potable, les domaines miniers, pétroliers, gaziers, et puis surtout un qui apparaît pas forcément comme une démarche forte, mais qui va être durable. C'est la coopération pour la création de zones industrielles entre le patronat marocain et le patronat malien. Et là, on comprend subitement que le Maroc veut inverser, je dirais, sa politique économique et rééquilibrer ces échanges entre l'Europe par un développement des échanges avec l'Afrique. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de cette analyse. Je vais même demander à Abdeltaif de nous donner, je crois que la présidente, c'est une dame qui préside la fédération de l'entrepreneuriat marocain. Hein, c'est une. Oui, effectivement, c'est Madame Ben Salah qui est la présidente du patronat marocain, la CGM, la Confédération générale des entrepreneurs marocains, l'équivalent du MEDEF. Donc voilà. Alors, une deuxième question. Qui n'est pas directement lié à l'économique, mais c'est la stabilité sociale et à la stabilité régionale, sans rentrer dans la sécurité. Il a été aussi... le Maroc est sollicité pour la formation des imams par plusieurs pays de la région. Le Maroc, qui est le rite malikite, vous connaissez l'importance de la religion dans cet espace, même en Europe. Alors, je voudrais avoir votre avis, Vive Espagné, en tant qu'analyste et critique extérieur. Alors, comment vous percevez cela? Bon, là, je sors du domaine qui est le mien, qui est celui de l'économie. Je comprends très bien. Oui, effectivement, c'est toute la personnalité du sultan du Maroc. Du roi, ce n'est plus... du roi, de sa majesté. C'est tout simplement le fait que c'est aussi un chef religieux et que ce chef religieux a une autorité reconnue par un certain nombre de composantes, de confréries dans toute l'Afrique de l'Ouest. Donc il témoigne également, et c'est sans doute pour cela que les Américains le suivent avec un grand intérêt, il témoigne de l'existence d'un islam modéré, de tolérance. Et donc, il va y avoir là ce que j'appelle, du point de vue occidental, d'une géostratégie politique, de souhait de voir dans cette géostratégie politique un personnage religieux reconnu tenir pleinement son rôle. Alors, je n'avancerai pas plus sur un domaine qui n'est pas le mien, hein, mais je le perçois comme étant vraiment une reconnaissance, cette fois-ci, du poids moral de Mohamed VI. Et je dirais que là, c'est sans doute ce qui va être le plus important dans les prochaines années, c'est de voir comment ce poids moral ce retour d'influence en Afrique de l'Ouest va se développer. Voilà. Eh bien, écoute. Mais vous connaissez ma prudence dans ce domaine. Hein. Oui, tout à fait. Yves Espagné, je tiens énormément à vous remercier. Je vais céder la parole à Abdeltaif, qui a peut-être une petite question ou une petite analyse. Oui, effectivement. Donc, je m'adresse à un journaliste de renom, quand même. Oui, enfin, un vieux journaliste. Allez, un vieux journaliste. Ce n'est pas vrai, mais bon. Oui, donc ma question est d'actualité. Donc, mis à part tout ce qui a été dit avec Abdelaziz au sujet de cette visite de Sa Majesté en Afrique, quoi qu'il arrive, et avec la reconnaissance du patronat français, le Maroc, c'est l'unique connexion crédible et de notoriété vers le marché africain. Et ça, on peut le constater à travers les implantations, un grand nombre de sociétés de renom sur le Maroc, et notamment à Casablanca et aussi à Tanger, et maintenant on descend plus au sud vers Agadir et vers les provinces du sud. Ce que je souhaite savoir, d'après vous, d'après votre analyse, est-ce que c'est l'unique et le plus sûr comme chemin pour le marché africain? Alors, moi je dirais que il va falloir revoir les partenariats, et notamment du point de vue français, il va falloir regarder différemment le Maroc.
Le Maroc aujourd'hui, on a l'impression, d'abord, on a toujours eu une vision très traditionnelle. Les investisseurs français sont toujours les premiers, mais in fine, ils investissent, ils délocalisent, ils se tournent toujours vers des structures industrielles qui n'apportent pas une forte plus-value, c'est-à-dire l'habillement, les produits semi-finis. Et je pense qu'on n'a pas pris conscience des potentialités économiques marocaines, notamment dans des domaines où le Maroc pourrait arriver à un niveau d'excellence. Et quand je parle de niveau d'excellence, je parle de l'association cluster, recherche, entreprise de haute technologie, dans des domaines comme l'eau, le solaire, et également un troisième domaine, parce que je pense que là aussi, peut-être que le Maroc doit éviter l'erreur qu'on a commise en France de minorer le poids de l'agriculture. On avait une agriculture très forte avec la PAC, on s'est un peu fragilisé. Eh bien, c'est de conforter son volet d'activité agricole par peut-être une excellence dans le domaine des cultures résistance au stress hydrique. Et tout ça, ça passe par des partenariats nouveaux, recherche, laboratoires de recherche, et par des extensions de partenariats entre les laboratoires de recherche français, lyonnais par exemple, notamment dans le domaine de l'énergie, avec les laboratoires marocains. Parce qu'il y a une main-d'œuvre qualifiée au Maroc. Effectivement, ça peut nous introduire à un sujet d'actualité, c'est les villes nouvelles marocaines et le marché des villes nouvelles marocaines qui sont à l'horizon de 2020, qui seront une quinzaine. Et ces villes nouvelles ont, bien entendu, sont presque, j'ose dire, à la française, sauf la ville verte de Ben Guerir, qui est une ville pionnière en termes de comment on appelle ça, de développement durable. Est-ce que les entreprises françaises et notamment rhône-alpines peuvent être intéressées de près par rapport à ces villes nouvelles sur le plan marocain? Tout à fait, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'à Lyon notamment, l'audace est parfois payante. On dit que l'Europe est parfois très frileuse, mais moi j'ai constaté l'émergence à partir de la fête des Lumières, qui est un symbole, vous savez, cette fête du 8 décembre où on voit des millions de personnes venir voir les jeux de lumière qui envahissent la ville. Il y a à Lyon le développement d'une véritable filière industrielle de la lumière, et notamment de la lumière LED, c'est-à-dire celle qui est peu consommatrice d'énergie. Et je pense que dans des pays comme le Maroc, et notamment avec la construction de ces villes nouvelles, il y a là, au niveau de l'éclairage urbain, de l'éclairage des bâtiments et même de son rapport avec la consommation d'énergie, des logiques de développement à tisser. Deuxième point, les normes HQE que l'on a tendance à développer, haute qualité environnementale, qu'on a tendance ici nous aussi à privilégier, notamment dans le domaine du chauffage, pourraient encore plus s'appliquer au Maroc, puisque elles sont essentiellement basées par l'énergie solaire, par le développement de l'énergie solaire. Et tous ces savoir-faire, eh bien, je crois, peuvent générer des filières industrielles, mais qui doivent, à mon avis, se développer, se construire différemment. On n'est plus dans une entreprise qui investit, qui crée son unité. Il faut maintenant développer des partenariats. Je vais m'inscrire en faux avec, par exemple, le rapport Védrine. Je ne sais pas si vous l'avez lu, qui a été remis. Le rapport Védrine imagine toujours l'Afrique comme étant un débouché naturel de nos productions. Oui, c'est vrai. Mais il faut aussi concevoir des partenariats à long terme, comme le Maroc d'ailleurs vient de le faire avec le Mali. On construit une économie avec une logique partenariale. Alors Yves Peignet, moi je suis désolé de vous couper, mais ce que vous dites est vraiment très intéressant. Yves Peignet, encore merci énormément d'avoir pris sur votre temps. Allez, au plaisir de vous voir tous un jour, sans doute, pour parler de nouveau du Maroc. Eh ben avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Oui, donc on reste toujours dans le cadre de l'Afrique et le rythme africain avec des chants de Gnawa. Gnawa, c'est l'Afrique, c'est la relation Maroc-Afrique avec le Trans-Gnawa, avec le Ma'allem Mustafa Bakbo.
سيداتي أونيس سادتي، هذه الساعة 2:48 دقيقة، ونحن في إطار فرحتنا بسفر صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله إلى الديار الإفريقية، ونبقى في إطار جو إفريقي محض، ونبقى مع هذه التتمة لسكتش sur les proverbes africains. Ça mérite d'être médité par les uns comme les autres. Rewɓe bakafe aranol e belne ɓernde e jartine ɓandu, ɗiɗaɓol e mettine ɓernde. Les femmes, c'est exactement comme le café. Au départ, ça excite, après ça énerve. Mais les hommes, c'est comme les melons. Il faut en avoir tâté plusieurs pour tomber sur les bons. Tawan bondi de didi. Tawadi bondi de wore heyi. Amma tawadi de didi be takke ginnawol be mure be ngartire ba bonbon. Ne sois pas bon deux fois. Une fois ça suffit. Parce que quand tu es bon une fois, tu es bon et c'est bon. Mais quand tu es bon deux fois, tu deviens bonbon et on te suce. Andugo beldum beldum, soinde andugo beldum bo beldum. Bienheureux, celui qui connaît et qui vit dans le confort du bien-être et continue à s'en délecter. Bienheureux aussi, celui-là qui continue à mener paisiblement sa vie dans l'ignorance totale du confort du bien-être et de son existence. Ɓiɓɓe adama en potankal ɓe danwa ɓe mboja ɓe ɓalwa ko moyejo fu woodi har muɗum accata peetel. Tous les êtres humains sont pareils, blancs, noirs, rouges, jaunes, riches, pauvres, croyants, athées. Il existe quelque part en chacun d'entre nous un petit coin qui sent mauvais. Voilà Kotapotirgo Nafata, Naral Bouran, il ne sert à rien de se battre. Il vaut mieux convaincre que vaincre, parce que ce qui est convaincu est d'office vaincu, alors que ce qui est vaincu n'est pas convaincu. Quand Dieu a créé, il a d'abord créé les sages, les humains et les cons. Il a pris les sages qu'il a mélangés parmi les sages parmi les humains et les sages parmi les cons. Il a ensuite pris les humains qu'il a mélangés parmi les sages, les humains parmi les humains et les humains parmi les cons. Il a enfin pris les cons qu'il a mélangés parmi les sages, les cons parmi les humains et les cons parmi les cons. Et c'est quand les cons se retrouvent parmi les cons et qu'il leur revient la décision de décider que c'est la catastrophe. À l'époque, quand il y avait 2 ou 3 cons dans un village, on les extirpait du village pour les confier à un sage afin de s'occuper de leur rééducation. C'est après qu'on les remettait dans la société. Mais aujourd'hui, s'il fallait sortir tous les cons, certaines villes et certains villages se verraient vidés de toutes leurs substances humaines sans qu'on ait réussi à vider tous les cons. Et un con, c'est un con. Il ne reconnaît jamais qu'il est con. Pour lui, c'est l'autre qui est toujours con, c'est son voisin qui est con. Lui, non. Il est tel une bête qui refuse de se reconnaître bête, mais qui ne cesse de paître dans la prairie de la bêtise. Heureusement qu'on le reconnaît toujours à sa tête, parce qu'il a toujours la tête d'un con. Il ne change jamais de tête.
Si vous allez quelque part et que vous entendez les gens crier « Oh, le con, il est encore parmi nous. Il va nous pourrir la journée. » Si vous faites le tour de tout le monde pour repérer ce con en vain, ce n'est pas la peine d'aller le chercher plus loin. C'est pas qu'il y a plus de cons cette année que les années dernières, mais c'est parce que les cons de l'année prochaine sont déjà parmi nous. ماشي سوقك بارك الله عليكم زيدوا هربوا شفتك دخت يا البنية ويلي ويلي حني عليا رفقي عليا كانت سالة كانت قضاء أمي قلبي راني نهبل راني نحمى يا بنت الناس ما فيها باش غير سويعة دقيقة أقسم وكان هبال وي هذه الساعة الثانية و55 دقيقة ما تبقى لنا من الوقت سنقضيه مع فنان المحبوب طهور. وهذه تحية خاصة لمستمعينا الكرام بغونالب وكذلك بأوروبا وعبر العالم وأحبابنا وأخوتنا بالمغرب الحبيب. المغرب اللي غادي يبقى دائما في قلوبنا وغادي يبقى دائما على كتافنا، وهذه فرحة عارمة لجميع المغاربة على التحقيقات الحمد لله ديال سيدنا في هذا المجال، وكذلك التحقيقات اللي قام بها جنود الخفاء من أجل رفع راية المغرب خفاقة دائمة. عوجوك عليا ديك شبيلة مقتلوني غير الكاس ديك شبيلة مقتلوني وغير الكاس الحرامي جات خبرو يما لالا عينك حلا ولالا جايبه البلا ولالا نور القرفي لالا عليه كندوي ولالا امي قلبي ولالا اللي معذبني ولالا يما ولالا اللي معذبني ولالا ولا محمقني ولالا انت حبيبي لالا هو داني. باسم طاقم البرنامج عبد اللطيف الصدقي، عبد العزيز الدحاسي والمهدي، نقول لكم إلى الأسبوع المقبل إن شاء الله مع الجديد ودائما الجديد من أجل la promotion d'un Maroc nouveau, la promotion d'un Maroc qui marque ses empreintes à travers le monde. Et alhamdulillah اليوم احنا في فرحة دائمة على المجهودات اللي سيقوم بها سيدنا في إفريقيا، وإلى الملتقى الأسبوع المقبل. طوبيس نجيبو ليك ما تمشيش على رجليك شباره هزي بيدي كان كبيض الله يهديك اللوز نجيبو ليك الحمص قاصح عليك أمي قلبي الحلاوة ضخامة نموت كانت قاضة ويلي أمي قلبي ايديكم كل شي معايا اليمنية النصرية
Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique.